Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément, ce nouveau bada de notre série. Si c'est pour la culture, on a déjà donné supplément qui me donne l'occasion de recevoir Françoise Etchegaray. Françoise Etchegaray, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions Exil, vous avez publié l'année dernière ? Oui. Aux éditions Exil, Contes des 1001 Romains. Vous êtes réalisatrice, écrivain puisque vous avez écrit et avec une fort jolie plume, ce livre d'aller-retour de la mémoire et du présent autour d'Éric Rohmer et de votre longue collaboration dont nous allons parler. Vous êtes donc réalisatrice, vous avez été productrice, vous êtes je dirais, une sorte de couteau suisse pour Éric Rohmer, qui, lui, était plus élégant que moi et qui disait que vous étiez sa danseuse étoile. Peut-être faudrait-il... Et vous avez, en plus de produire, tenir la caméra, consoler, comment dirais-je, calmer le maître, vous avez réalisé vous-même vos propres films, dont un film qui m'a fallu de faire votre connaissance. C'est un film sur la dernière croisière, si on peut dire, dernière campagne de ce bateau-école formidable qui était le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, sur lequel j'ai eu la chance de naviguer. Françoise Etchegaray, donc, vous avez fait connaissance d'Éric Rohmer dans quelles circonstances ? Dans des circonstances très étranges, puisque nous n'étions pas d'accord sur notre rencontre. Moi, je l'ai vu la première fois chez Pierre Cottrell, à Elite Film, Pierre Cottrell qui produisait Jean Eustache, Pierre Zucca. Et la première fois où j'ai vu Éric Rohmer, il est passé en courant d'air à travers le bureau. Et lui prétend qu'il m'a remarqué, et c'est faux. Il m'a à peine dit bonjour, je ne me souviens même pas. En revanche, on s'est vraiment rencontrés chez Liliane Dreyfus, qui était une égérie de la Nouvelle Vague, qui a tourné avec Jean-Luc Godard dans Un bout de souffle, un tout petit rôle, qui était très amie avec Truffaut et qui était très liée à tous ces gens de la Nouvelle Vague. Et j'ai rencontré Rohmer chez Liliane la toute première fois. Chez elle habitait rue de la Boétie, dans une maison extraordinaire. Et Liliane a quitté les lieux parce qu'elle avait un cours de danse et m'a laissé avec Éric Rohmer et sa domestique qui nous a apporté du thé. Donc, les prémices avec Éric Rohmer ont bien été sous les auspices du thé. Mais on a commencé à boire du thé à 2h de l'après-midi et on a fini vers 7h du soir. Voilà. Où en était-il de sa carrière de cinéaste à l'époque ? Alors, à l'époque, c'était avant Perceval le Gallois. On n'avait pas du tout parlé de cinéma ce jour-là. On avait parlé de poésie, de littérature, de latin, de culture classique. C'était très, mais pas du tout de cinéma. C'était avant Perceval. Est-ce qu'il arrivait dans vos conversations avec Éric Rohmer qu'il parle de lui ? Alors, sûrement pas à cette période. Quand on s'est connus au début, donc tout au début, on n'a pas du tout travaillé ensemble. En revanche, il m'avait demandé de l'aider à revoir parce qu'il a refait la traduction de Chrétien de Troyes. Il avait repris le texte. Et souvent, on se voyait l'après-midi pour parler des rimes qu'il n'arrivait pas à trouver ou des choses comme ça. Mais jamais, au début, on a abordé sa vie privée, sa vie en dehors de nos échanges étaient purement intellectuels, drôles aussi, parce qu'il avait beaucoup d'humour, mais c'était pas du tout sur des relations personnelles. Pas du tout. Je cherchais pas à savoir les détails croustillants. Il y a juste c'est parce qu'il y a une question qui m'intéresse, c'est il avait été élevé à Tulle.
Il avait été élevé à Tulle, où d'ailleurs la médiathèque porte son nom, où son père était fonctionnaire à la préfecture, si je ne me trompe, et son père est un des très nombreux personnages. Ce n'est pas un protagoniste, mais c'est un des personnages du Corbeau. En fait, de l'affaire qui a servi à Henri-Georges Clouzot à créer le scénario du Corbeau. C'est une affaire qui a empoisonné la vie de Tulle pendant 3 ans, dans laquelle une femme amoureuse d'un autre fonctionnaire de la préfecture qui ne voulait pas d'elle, s'est mis à balancer, comme on dit, toutes les informations qu'elle tenait de sa mère et de sa sœur, qui étaient couturières à domicile et qui glanaient les choses. Et le père, je l'ai vu sur place, le père d'Éric Rohmer, était l'un de ceux qui ont reçu des lettres anonymes et qui faisaient partie de cette population. Ça n'a pas beaucoup troublé, semble-t-il, leur existence. Mais je voulais savoir s'il en parlait, parce que, à cause du côté cinématographique... On n'a jamais évoqué l'histoire du Corbeau avec Éric. Je l'ai évoqué après sa mort avec son frère, René Scherer. Et René m'a dit qu'il n'avait jamais, entendu parler de cette histoire quand il la vivait. Alors que le Corbeau habitait rue de la Barrière, juste à côté de chez eux. René m'a certifié qu'il n'avait jamais été touché par cette histoire. Et le père de leur père, donc, c'était très, très léger par rapport à ce qu'elle a fait, puisqu'il y a eu des morts, il y a eu des suicides. Il a été juste évoqué et ça a été très, très bref. Enfin, il n'a pas du tout été menacé, donc ça n'a pas menacé leur vie privée. Et cette histoire du Corbeau, il ne l'évoquait, mais absolument jamais. Jamais. Et bon, je raconte ça. Il n'évoquait jamais non plus la Seconde Guerre mondiale et son rôle, qu'est-ce qu'il avait fait. C'est après sa mort aussi, et toujours avec son frère René, que j'ai découvert qu'il a bon, sous un pseudonyme, il n'a pas du tout, comme on le dit, enfin, je sais pas, il y a tellement de bruit étrange qui se Rohmer. Il a échappé, effectivement, à la guerre, il n'a pas combattu, mais il n'a jamais dénoncé qui que ce soit, il était absolument pas du tout pro-allemand, enfin, son frère, lui, était résistant, enfin, son frère était... mais Éric n'évoquait jamais ces épisodes, sauf vers la fin de sa vie, quand il m'a raconté l'histoire des pendus de Tulle, question que je lui posais comme ça de façon... mais vraiment, il avait plus de 80 ans. Mais on s'est rencontrés 30 ans avant et jamais on n'avait abordé ces histoires. Jamais. Il faut redire un mot sur l'histoire des pendus de Tulle, qui sont 99, je crois, pendus, qui sont d'ailleurs, dont la mémoire est honorée tous les ans. À la date de cette pendaison, c'est la division das Reich qui se replie et qui exécute au hasard et dans des conditions épouvantables. C'est surtout que c'est presque toute la classe de Rohmer, sa classe de jeunes de 18-20 ans, des élèves qui étaient avec lui. Et c'est parce que ce jour-là, il n'était pas à Tulle, mais il aurait pu faire partie des pendus, parce qu'il y en a eu 199. Le dernier a été sauvé, mais il a vu plein de ses camarades pendus au balcon réverbère de sa ville, parce qu'il arrivait le lendemain. Donc il aurait pu être là. Alors, venons-en à son cinéma, mais peut-être venons-en d'abord parce que ce qui caractérise, contrairement, je crois, à l'image qu'il a, ce qui caractérise son cinéma, c'est la diversité, me semble-t-il. Je ne sais pas si vous êtes d'accord d'ailleurs avec cette idée-là. Non, pas trop. Vous n'avez pas l'air d'être tout à fait d'accord. Oui, mais nous pouvons échanger nos opinions. Est-ce que cette idée de la diversité vous convient, ou est-ce que vous croyez au contraire qu'il a suivi un sillon ? Au milieu de cette diversité, il y a une telle unité. Il y a un sillon. Si vous voulez, il y a vraiment tout ce qui transparaît. Enfin, si vous regardez toute son œuvre, il a fait plus d'une 30aine de longs métrages. On en a fait 13 ensemble. On a fait 13 longs métrages ensemble. Il y a quand même une diagonale absolue qui est la foi, qui traverse absolument toute son œuvre. La foi, le hasard et la nécessité, mais la foi, c'est quand même le thème qui jalonne toute son œuvre, y compris jusqu'au bout dans Les Amours d'Astrid Céladon, puisque c'est... Bon, alors,
il a beaucoup diversifié sa façon de tourner, c'est-à-dire qu'il est passé du 16 au 35, qu'il a adapté les méthodes et son économie à chaque film. On n'a pas tourné du tout L'Arbre, le Maire et la Médiathèque, on l'a tourné en 16 mm. Quand on a fait L'Anglaise et le Duc, il est bien évident que c'était évidemment un film historique avec beaucoup plus de déploiement. Mais si vous analysez l'œuvre, elle est quand même traversée par cette unité totale qui est une espèce de foi absolue dans le cinéma déjà. Dans la foi du hasard, le hasard advient toujours et il est forcément favorable. Rohmer avait une sorte d'optimisme et de penser que la grâce advient. Il y a une grâce qui doit traverser le cinéma en tant qu'art, quand on le considère comme ça, et qu'il advient tout le temps, et ça traverse l'œuvre du début à la fin, si vous regardez ces films. Ça va du lion. Le signe du lion, c'est quand même, à la fin, il y a toujours une espèce d'épiphanie, il retrouve un trésor. Enfin, il y a un côté stevensonien, dans ce film. Il y a un côté... il y a toujours quelque chose qui se termine. Bon, après, il y a l'ambiguïté de Rohmer qui vous laisse libre, vous, spectateurs, d'imaginer ce que vous voulez. Mais quand même, vous avez cette trajectoire, le rayon vert, elle voit le rayon, elle est assurée des sentiments de l'homme avec qui elle est. Si vous regardez Ma Nuit chez Maud, beaucoup plus ambigu. Bon, il est quand même avec cette... il y a quand même une trajectoire dans son œuvre qui est au milieu de la diversité des styles ou des sujets qu'il approche, il y a toujours une unité. Oui, moi je disais un sillon, oui. Et je continue à penser que justement cette diversité, et je ne sais pas, de Ma Nuit chez Maud à Perceval, c'est tout rien ne se ressemble dans ces différents films. Mais vous avez fait 13 films avec lui. 13 longs métrages, on a fait autant de courts métrages. 13 longs métrages, et c'est juste correction. Oui. 13 longs métrages, le premier? C'était Le Rayon Vert, sur lequel on l'a fait à 3. On l'a fait, il cherchait absolument à faire un film de vacances qui aurait été le brouillon d'un long métrage qu'il aurait peut-être développé plus tard. Et ce film est resté 2 ans dans les boîtes parce que, comme moi je suis basque, je m'appelle Etchegaray, et lui avait une belle-mère, un beau-père, sa belle famille avait une résidence à Biarritz. Et il m'a proposé de faire ce film comme un film de vacances en me disant « Vous irez en vacances au Pays Basque et on va faire un film d'amateur ». Et puis je le raconte, j'ai refusé de faire l'actrice, de jouer l'actrice. Je suis très très mauvaise comme actrice, je vous promets, c'est terrifiant. On a pris finalement Marie Rivière et je me sentais pas capable de faire le son ou l'image, et lui non plus. Et donc on l'a fait à 3 avec Claudine Nougaret, Sophie Matigneux et Marie Rivière. Voilà. Et on a tourné de façon... Il n'y a pas une ligne écrite dans ce texte. Et dans ces dialogues, tous les dialogues sont improvisés. Parce qu'il voulait prouver aussi que les gens, tout le monde parle bien, que c'est une erreur de dire que les gens ont un vocabulaire vulgaire, et que c'est pas lui qui écrit d'une façon alambiquée comme on lui a, ou littéraire, et que tout le monde parle bien. Il n'y a pas une seule phrase de Rohmer dans le Rayon Vert. Et si vous l'écoutez, il y a plein de gens qui disent c'est incroyable comme il saisit dans ses dialogues. Mais ce ne sont pas du tout ces dialogues, c'est entièrement des dialogues improvisés. On a commencé comme ça. Donc vous êtes à Biarritz, en vacances de travail, si je puis dire, oui. Et vous allez tourner sur la plage de Biarritz, sans autorisation, avec un tout petit matériel, et sans texte, sans dialogue écrit. C'est-à-dire, comment ça se passe? Quel est le clap de départ? Et donc, Rohmer a défini quoi? La situation? Il est parti, Bon, moi, j'habitais à la campagne à l'époque. Il m'a appelé, je l'ai vu à Paris. On se connaissait comme ça en diagonale grâce à Perceval, mais on se voyait pas souvent. Et quand je l'ai vu, il m'a dit « Avez-vous lu Le Rayon Vert de Jules Verne ?» Je lui ai dit « J'ai lu beaucoup de Jules Verne, mais pas du tout ce rayon. » Il m'a dit « Lisez ça et vous verrez. » Ça, c'est le point initial, à mon avis, dont il est parti, puisque ce rayon vert, ça s'appelle le rayon vert,
c'était juste une trame mais minuscule. Et ensuite, il avait l'idée d'un personnage qui errait un peu comme ça, d'un endroit à l'autre, qui était un peu... Son thème principal, c'était quand même la solitude d'une jeune femme qui se retrouvait à errer, à ne pas pouvoir partir en vacances comme prévu. Et qu'à la fin, sur cette trame du rayon vert, elle rencontrerait l'homme de sa vie comme Elena dans le roman de Jules Verne. Mais c'était vraiment la trame minuscule. Après, je me suis rendu compte que les scènes improvisées, parce qu'on tournait à chaque fois qu'on avait un lieu dans la famille de Rosette, dans la famille de Marie, chez mes amis, enfin, tout ça était complètement créé au fil du temps, mais vraiment je me suis rendu compte qu'il avait quand même tenu sa trame, qui était quand même cette fille, cette solitude, et toutes ces rencontres. Voilà, c'était articulé sur le hasard des rencontres et un thème qu'il a. Et à la fin, sur cette histoire qu'il avait prise dans Jules Verne, qui était le rayon et la légende. Quand on voit le rayon avec l'être aimé, on est assuré de ses sentiments, etc. Sauf que dans le roman de Jules Verne, il se regarde et il ne voit pas le rayon dans le roman de Jules Verne. Et là, alors là, on a eu un petit différend. Moi, je voulais qu'elle le voie parce qu'à la limite, il ne savait pas si elle le verrait ou pas. Et je lui ai dit, moi, je veux que ça se termine bien, cette histoire. Elle le voit, elle le voit, elle le voit. C'est comme ça qu'à la fin, ils sont ensemble. Elle lui dit, regarde. Et c'est ensemble qu'ils le voient. Contrairement à Jules Verne, puisque c'est leur regard, c'est dans leur regard, ils se regardent. Voilà, mais c'était tout. C'était une trame très mince. Quand il n'y a pas de dialogue écrit et à peine de script, rien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a énormément de plans tournés et qu'il y a beaucoup de temps de montage ou rien. Alors c'est ça qui est fascinant. Mais je crois qu'il faut que vous compreniez à quel point c'est miraculeux pour nous qui ne l'avons pas vu. Ouais. Vous avez grandi et vécu dedans. Oui, enfin, ça me paraissait tellement évident. Quand on a tourné à Cherbourg dans la famille de Rosette, il était évident, Marie Rivière est vraiment végétarienne, donc il se sert absolument aussi quand même du réel. Marie était végétarienne, la famille de Rosette évidemment mangeait de la viande, du poisson et tout ça. Il a dit on organise un repas et Marie, quand on te proposera de la viande, c'était la seule indication, tu dirais que tu es végétarienne. Enfin, il avait un peu travaillé ça avec elle, de façon à opposer les personnages. Mais une fois qu'on a mis la table, il a choisi, à mon avis, quand même, parce que quand on voit esthétiquement, si vous regardez les personnages, il y a du bleu, il y a du rouge, enfin, les costumes, on demande quand même. Personne n'est habillé au hasard. C'est la seule chose qu'il ne laisse jamais, parce que dans un plan, pour lui, chaque plan est construit comme un tableau presque. Et là, c'était, bon, allez-y, on a fait une prise avec, c'est tout, puisque Sophie était seule, on n'avait qu'une seule caméra 16. Sophie a fait une prise, il en a fait une ou deux autres, et c'est terminé. C'est tout. À chaque fois, c'était comme ça. C'est-à-dire que il a un peu coupé après. Par exemple, quand j'ai des amis qui parlent du rayon vert, c'était un peu plus long, mais c'est tout. De toute façon, Rohmer doublait très peu les prises, et c'est pas parce que c'était en improvisation qu'il allait se mettre à tourner. Non, il voulait un repas, il voulait qu'elle parle du fait qu'elle aimait la salade, qu'elle détestait, c'est tout. Voilà, c'était la trame. C'est évangélique, hein. C'est le sommet de l'art. Ça paraît tellement facile. C'est quand même... Après, je me suis rendu compte qu'il avait qu'il avait déjà 60 ans à ce moment-là et qu'il avait déjà un énorme métier qu'il maîtrisait. Alors que moi, j'avais l'impression qu'on faisait tout. Je préparais les repas avec les autres, j'allais pêcher des maquereaux, on faisait griller ça. Enfin, tout paraissait comme un film de vacances, mais avec accessoirement une caméra, quoi. C'est ça qui était fort curieux.
Vous nous avez dit que le film était resté 2 ans dans Oui. les tiroirs. Et pourquoi est-il resté 2 ans dans les tiroirs? Parce et comment en qu'on est-il a eu sorti? beaucoup de mal. Bon, il voulait qu'on le produise avec sa compagnie, la compagnie Eric Romer. Moi, j'ai refusé parce que je voulais pas du tout m'occuper de production. On l'a donné aux Losanges, qu'on n'avait absolument pas vu. Alors, dites un mot sur le Losange, parce que c'est important dans la carrière de Romer. La société de production qu'Eric Romer avait créée avec Barbet Schroeder et Pierre Cottrell à ses tout débuts, et qui a été après repris en gérance par Margaret Ménégoz. Et c'est eux qui ont produit tous les films jusqu'au Rayon Vert. Voilà. À partir du moment où on a travaillé ensemble, on a commencé à coproduire ou à produire seul des films. Voilà. Alors donc, c'est la société mère de revenons à ce long séjour du film dans les tiroirs. Donc, il est resté 2 ans parce que le trucage pour montrer le rayon vert, à l'époque, il n'y avait pas tous ces effets spéciaux et tout. On n'arrivait pas du tout à voir ce rayon. Et de toute façon, il n'était pas convaincu que ce film devait sortir. Il trouvait que c'était une maquette. On l'avait fait en 16. Il y avait pas mal d'erreurs techniques. Je sais pas. Le public le voit peu, mais enfin, il y avait des panoramiques, il y avait un peu des surexpositions, des sous-expositions, forcément, puisqu'on avait une mandarine et une caméra. Mandarine, c'est un projecteur. Une mandarine, c'est un tout petit projecteur qui était vraiment minuscule, ce qui fait qu'en intérieur, ça n'éclairait pas grand-chose. Et il avait le sentiment que c'était pas totalement abouti. Et on a commencé à tourner Les Aventures de Reinette et Mirabel alors que ce film n'était toujours pas sorti. Et au moment où il est sorti, comment a-t-il été accueilli? Alors là, une chose absolument inouïe, ce film, donc on l'a confié aux Losanges. Premièrement, il a été vendu par Margaret Ménégoz à Canal, ce qui, contrairement à ce qui était attendu, lui a fait une publicité énorme. Puis il est sorti, on est allé, enfin moi je n'y suis pas allé, personne n'y est allé à part Marie. Le film a eu un prix à Venise et le film a commencé à faire une carrière absolument inouïe, alors qu'il avait coûté rien du tout, puisqu'on a tourné chez des amis, en famille. Enfin, ça m'a coûté un bouquet de fleurs pour remercier mon hôte à Cambo qui nous hébergeait. Mais c'était absolument inouï, inespéré. Et ce film a une espèce d'aura, je pense à cause de sa liberté et à cause de son sujet. J'ai vu des gens de 15 ans, comme des amis à moi de 80 ans, qui me disaient « Marie Rivière, c'est moi ». Ce qui était tout à fait étonnant, quoi. Il a pris un caractère universel, alors qu'on l'a fait comme... il a pris vraiment un caractère universel, ce film. Il est devenu une pièce de théâtre. Alors, je ne sais pas ça. Peut-être. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, absolument. Pas vu, il est devenu une pièce de théâtre. Oui, enfin, il a été porté en scène. Ah oui, je ne me souvenais pas vraiment. Il y a 4 ans, quelque chose comme ça. 3 ou 4 ans. Comment Eric Romer a-t-il reçu cet accueil tout à fait inattendu et pratiquement anormal par rapport à ce qu'il prévoyait? Comme toujours. Il m'a dit on a eu beaucoup de chance, il serait sorti 1 an avant ou 1 an après, on se ramassait. Il m'a dit les films sont liés c'est une chance toujours. Soit ça tombe juste à un moment où il y a une demande où on ne sait pas, c'est miraculeux, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas fabriquer des films. Ce film qui n'avait rien coûté, qui est passé comme ça, qui a reçu cette aura, il m'a dit il est tombé à un moment précis où il a reçu un écho. Mais ça aurait été 2 ans avant ou 3 ans après. Par exemple, maintenant, on sortirait Le Rayon Vert. Je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas dans les poubelles de l'histoire directement. Et lui, il avait toujours cet humour de dire miracle. Bon, le pire étant, quand un film marchait très bien, il disait il ne doit pas être si bien que ça, parce que sinon, il me dit quand un film est vraiment excellent, il y a forcément des critiques négatives. Quand tout le monde est d'accord, c'est qu'il est mauvais. Françoise Etchegaray, je vous remercie. Nous allons nous retrouver pour une suite à cet entretien autour de votre livre Contes des 1001 Romer, paru aux éditions Exil.